Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue dans votre émission Débrief du Conseil, votre rendez-vous consacré donc à l'analyse des principales décisions issues donc du Conseil des ministres. Ce soir, nous nous intéressons donc à une décision majeure en faveur de l'éducation. Le gouvernement a autorisé donc le ministère de l'enseignement de base à engager donc les procédures de passation des marchés pour la construction de 15 complexes scolaires modernes dans 15 provinces du Burkina Faso. Ce projet inscrit donc dans le cadre du programme REPER représente un investissement de plus de 21 milliards de francs CFA. Quels sont donc les objectifs de cette initiative? Quels changements concrets apportera-t-elle donc aux élèves, aux enseignants et aux communautés? Et quels défis donc devront être relevés pour garantir donc son succès? Autant de questions qui trouveront réponse dans cette émission. Et pour en parler, nous avons le plaisir donc de recevoir sur ce plateau Dr Ousseni Souré. Donc, il est enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir, docteur, et bienvenue sur Kasbah TV. Bonsoir, Valérie Traoré. Merci pour votre invitation. Merci surtout d'être avec nous ce soir. Alors, docteur, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est précisément le projet REPER et pourquoi il est aujourd'hui considéré comme un programme stratégique donc, pour l'éducation au Burkina Faso? Alors, merci pour la parole et pour l'invitation, comme je le notais tantôt. Déjà, il faut noter il faut citer peut-être le contexte de façon générale. C'est qu'aujourd'hui, avec la révolution progressiste et populaire donc prônée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, on s'est inscrit aujourd'hui dans une certaine dynamique nationale, dans l'optique donc d'une souveraineté. Et je pense que l'une des actions phares, j'ai bien envie de dire, dans la recherche de cette souveraineté-là, c'est le volet éducatif. Tout à fait. Voilà, le volet éducatif dans le sens déjà, en termes de repères, avant qu'on vienne au projet repère, je pense que c'est l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité pour tous. Donc, cette initiative portée par le camarade donc capitaine Ibrahim Traoré, et j'allais dire au niveau donc de l'éducation nationale de façon particulière, c'est surtout le projet REPER. Entendu par là donc un projet de renforcement de la performance de notre système éducatif, le système éducatif burkinabé, et justement comment on travaille donc à l'amélioration donc de sa résistance. Je pense que globalement, c'est ce que vise ce projet-là. Et comme le nom l'indique, c'est peut-être si on veut jouer à un petit jeu de mots, c'est un repère, voilà, un repère national. Sinon, on peut aller aussi dans la dynamique anglaise de repère, peut-être réparer d'autres systèmes éducatifs donc, qui souffrent depuis plusieurs années d'un certain nombre de mots. On pourra revenir donc en détail voilà, sur ce qui a voulu ou ce qui a prévalu, n'est-ce pas, donc, à cette initiative, mais également au projet REPER. Alors, du coup, à travers ce projet-là, quels sont donc les principaux objectifs poursuivis par le gouvernement en matière d'accès à l'éducation, de qualité et surtout d'apprentissage, mais surtout de résilience du système éducatif? Oui, merci. Comme vous le disiez tantôt, je pense qu'il y a plusieurs objectifs et des axes, peut-être qu'on peut résumer en 4 points clés. D'accord. Voilà. Le premier aspect d'abord, si vous voulez, c'est au niveau des infrastructures. Voilà, c'est-à-dire l'accès même à l'éducation. Qui parle d'éducation de qualité, parle aussi de la possibilité déjà de disposer d'infrastructures. Des infrastructures donc, qui soient modernes, des infrastructures qui soient, j'allais dire, fiables, mais aussi surtout adaptées au contexte donc, que nous connaissons, le contexte de sécurité que nous vivons, donc s'inscrit dans une certaine résilience. Alors, le second palier, si vous voulez, j'ai bien envie de dire que c'est lié donc, au premier axe, qui est en fait l'éducation en situation d'urgence, à travers donc, le secrétariat permanent qui existe donc, depuis un certain temps, mais c'est pour insuffler en fait une nouvelle dynamique. Parce que nous le savons tous, la résilience aussi veut que
une situation quelle qu'elle soit, donc d'urgence, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de sécurité, l'éducation doit continuer. Voilà. Et ce second volet-là, c'est comment, justement, ces personnes ou ces déplacés, ces élèves déplacés internes, ces enseignants qui sont déplacés, comment on travaille, justement, à ce que, non seulement, certes, il y a le volet sécuritaire, travail au retour, mais comment on travaille aussi à ce que, où qu'il soit, il y ait donc une certaine continuité éducative. Alors, le troisième palier, si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est la qualité même de l'apprentissage. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous enseignons, qu'est-ce que nous devons enseigner, quel contenu il faut enseigner et quel sens on doit donner en fait à cet enseignement-là. Ça fait appel à beaucoup d'éléments, peut-être qu'on ne pourra pas développer en si peu de temps, mais on pourrait rapidement, si vous permettez, donc toucher à un certain nombre d'aspects liés, par exemple, si vous voulez, au contexte qui est le nôtre, qui n'est pas forcément lié au contexte sécuritaire, mais qui était un challenge national dû, par exemple, aux questions de plurilinguisme. Voilà, question de plurilinguisme en ce sens que la principale langue que nous utilisons jusque-là donc pour la transmission du savoir dans nos institutions, dans notre système éducatif, c'est le français. Mais à côté, nous avons donc ces langues-là, principales piliers. Donc, c'est de voir comment on peut travailler donc, à les inscrire véritablement. Il y a eu certes quelques actions de par le passé, mais on est en train de voir des actions concrètes qui s'expriment déjà à travers la Constitution par le statut déjà qu'on accorde à ces langues-là. Donc, comment on travaille donc à les inscrire à l'école, aussi bien dans l'éducation bilingue. On se réjouit que, en termes d'éducation bilingue, nous avons une très belle expérience. Mais récemment aussi, je pense en 2023, le système donc harmonisé a été adopté. Mais aujourd'hui, on va au-delà. On travaille de sorte que, même si nous sommes dans le classique, quelle place nous pouvons accorder donc à nos langues pour permettre, pour faciliter l'apprentissage. Okay? J'allais dire, hein, ça me permet donc de me focaliser aussi sur, comment on appelle ça déjà, les savoirs fondamentaux. Voilà, les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire savoir c'est quoi, c'est pouvoir lire, c'est pouvoir écrire, c'est arriver à compter. Hein, mais il faut aller aussi au-delà de ces trois piliers fondamentaux donc de savoir là pour inscrire le volet, si vous voulez, langue, hein, qui a longtemps été ignoré à ce niveau-là. Alors, pour terminer, le dernier palier, je pense que c'est la gouvernance elle-même, la gouvernance donc scolaire, c'est-à-dire comment on travaille donc à la formation, des enseignants, et comment on travaille même, si vous voulez, à donner sens à notre système éducatif, aux questions d'innovation et tout ce qui va avec. Donc, c'est un gros projet, c'est un gros programme dont ce rapport donc, qui a été adopté, qui a été autorisé donc, récemment en Conseil donc, des ministres, c'est le volet d'abord infrastructure. Mais si vous regardez à travers les actions donc, du ministère, il y a quand même à travers les différents secteurs un certain nombre d'actions qui sont en train d'être menées et qui augurent, j'allais dire, donc, de futurs meilleurs pour notre système éducatif. Alors, docteur, le gouvernement prévoit donc la construction de 15 complexes scolaires modernes de type R3 dans 15 provinces. Alors, pourquoi ce choix architectural est-il pertinent et quels services ces établissements offriront-ils donc concrètement aux élèves mais aussi aux enseignants? Ok, je pense que ce choix déjà, c'est de quitter... Parce que c'est nouveau. Ah oui, c'est nouveau. C'est de quitter déjà l'école sous paillotte que nous connaissons, que nous avons vécu pendant longtemps. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, quand on parle d'éducation de qualité, ça commence aussi par les infrastructures. Donc déjà, le choix, c'est ça. Et le deuxième aspect, je pense que c'est de pouvoir occuper l'espace de façon intelligente, durable, mais aussi de façon solide. Donc à travers ces R+, qu'est-ce que ça peut apporter?
Déjà, au niveau infrastructure, je pense que c'est un gros apport. Hein. Voilà, c'est un gros apport qu'on puisse avoir donc, dans chaque province, donc des complexes donc, de type R+3. C'est moderne, voilà, c'est moderne. On a vu de voir aussi dans nos contrées des écoles dont l'image qui s'exprime aussi par l'image. Mais là, est-ce qu'on peut dire que cela peut permettre le désengorgement donc, des classes? Souvent, on a des classes où on retrouve des pléthories d'élèves. Est-ce qu'on peut dire que cela peut contribuer aussi à ça? Non, évidemment, parce que l'une aussi des qualités de l'éducation, c'est d'avoir des effectifs quand même qui sont assez raisonnables et qui facilitent donc la transmission du savoir. Donc, ces constructions, nous croyons que ça va beaucoup contribuer à désengorger, donc c'est non seulement, comme on l'a dit, quitter les écoles sous paillotes, mais pouvoir aussi désengorger pour résorber un tant soit peu les questions donc d'effectifs pléthoriques. Et bon, nous osons croire, nous avons belle foi, donc que c'est un début, voilà, et que c'est le début, en tout cas, j'allais dire, peut-être d'une modernisation de notre système éducatif dans le secteur de l'éducation de base. Et comme le nom l'indique, c'est la base de tout. Alors, docteur, le projet met également l'accent sur la résilience du système éducatif. Comment ces infrastructures permettront-elles donc de mieux faire face aux défis liés à l'insécurité dont vous avez évoqué tantôt, au déplacement des populations ou encore à la pression démographique pour vous? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la résilience d'abord, c'est la solidité aussi des infrastructures. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que ce ne soit pas des infrastructures scolaires qui cèdent à la moindre intempérie, voilà, à la moindre difficulté. Voilà. Donc, je pense que l'une des valeurs ajoutées de ce type d'infrastructure-là, c'est surtout la capacité, non seulement, comme on l'a dit, en un espace réduit, à accueillir plusieurs apprenants, mais aussi, surtout, à pouvoir être résistant. Quand je dis, il y a les intempéries, certes, mais il y a aussi les questions sécuritaires qu'il ne faut pas occulter. Voilà. Mais nous pensons que pour une question de sécurité, lorsque les apprenants se retrouvent donc, dans des bâtiments de type moderne, donc avec ces architectures-là, c'est quand même assez, j'ai bien envie de dire, ça contribue beaucoup à la sécurisation des apprenants, des enseignants et de tous les acteurs donc, qui sont dans cet environnement. Maintenant, parlant des apprenants, est-ce que cela peut retenir plus les élèves dans les classes? Évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Maintenant, c'est dans les provinces. Avant, on les voyait dans les villes, mais aujourd'hui, c'est dans les provinces. Oui, justement, ça peut retenir parce que, vous voyez, souvent, quand on est en province, on se dit, oui, le repère, c'est les grands centres urbains. La qualité de l'éducation, c'est les grands centres urbains. Mais aller en province, donc, asseoir, bâtir donc, ce type d'infrastructure, je pense que ça contribue à la... Je l'ai dit, en fait, ça valorise l'éducation au niveau décentralisé. Tout à fait. Voilà le mot que je cherchais. Et qu'on comprenne que partout, parce que le projet vise toutes les régions du Burkina, même si actuellement l'accent sera mis donc sur les provinces donc à fort défi sécuritaire. Mais ça retient parce qu'on se dit que bon, on est en province, on peut avoir de l'éducation de qualité, on peut avoir de bonnes infrastructures et ça donne envie aussi donc d'y rester et d'y bosser. Alors, vous parlez tantôt de décentralisation. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière aussi de responsabiliser les élus locaux aussi au sein donc, de ces provinces-là? Non, évidemment, parce que qui parle de développement... Parce que les financements vont sortir cette fois-ci. Oui, qui parle de développement, ça ne saurait se faire donc, sans l'implication de tous les acteurs. Et ça ne saurait se faire donc, sans une prise en compte du territoire burkinabé. Voilà. Il faut éviter donc, que ce soit concentré à un certain niveau. Voilà. Donc pour moi, je pense que ça, comme vous l'avez dit, ça va responsabiliser aussi donc ces élus-là, voilà, qui pourront s'exprimer, qui pourront apporter leur pierre, n'est-ce pas, donc à ce système éducatif moderne là que nous voulons construire pour le Burkina. Alors, et nous y croyons.
Okay. Alors, dernière question donc pour terminer cette émission. Au-delà donc de l'éducation, quelles retombées économiques, sociales ce vaste chantier pourrait-il donc générer pour les entreprises locales, les travailleurs, mais surtout les communautés bénéficiaires? Bon, ben, vous l'avez dit vous-même, hein? Je pense que ça va créer quand même de l'emploi aussi. D'accord. Même si c'est temporel, voilà, ça va créer de l'emploi donc pour ces populations, je l'ai dit, de ces provinces-là. Voilà, ça va créer de la main-d'œuvre. Mais également, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique, n'est-ce pas, de mobiliser les ressources internes. Tout à fait. Mais également les compétences internes. Donc, ce sont des entreprises burkinabées donc, qui vont le faire. Donc, ça va contribuer donc, à tous les niveaux. J'allais dire donc à aussi, un temps soit payé, voilà, donner satisfaction à un certain niveau financier voilà, à d'autres personnes. C'est ça. Voilà. Alors, nous sommes donc à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, c'est déjà ce que nous, on se réjouit déjà de ces initiatives-là. Voilà, parce que nous croyons que le changement aussi passe en grande partie par l'éducation et avoir des initiatives donc, de cette nature-là. On souhaite que, bon, on a dit c'est un programme quinquennal, nous osons espérer que ce soit un début et qu'on ne s'arrête pas en si beau chemin, que cette modernisation qui a commencé au niveau infrastructure, au niveau contenu, au niveau des visions, au niveau d'idéologie, et tout ce que nous poursuivons là, alors qu'on puisse, à un moment donné, comme le projet l'indique, que nous puissions trouver à travers cette éducation-là un repère qui puisse guider notre vision, le devenir donc, de notre chef Assou. Voilà qui est bien dit. Merci infiniment, docteur Ousseyni Soré, pour vos analyses surtout et vos éclairages. C'est un plaisir. Je rappelle aussi que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission. À la lumière donc de cet entretien, nous retenons que le projet Repère ne se limite pas à la construction donc de nouvelles infrastructures scolaires. Il s'inscrit dans une vision plus large de renforcement du système éducatif burkinabé avec pour ambition d'améliorer l'accès à l'éducation, les conditions d'apprentissage et la résilience de l'école face donc aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. Avec donc un investissement de plus de 21 milliards de francs CFA, le gouvernement entend ainsi offrir donc à des milliers d'enfants un environnement d'apprentissage plus moderne, plus sûr et mieux adapté aux exigences de demain. Merci encore à notre invité pour ses analyses et ses éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Débrief du Conseil. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir.